Gabriel, bonjour. Bonjour. Gabriel, quel a été le premier moment ou la première période de votre vie pendant laquelle vous vous êtes senti moins bien dans votre corps de jeune fille? Je dirais au début, au tout début de mon adolescence, donc 13-14 ans, euh, dès que j'ai eu mes menstruations, j'étais souvent en nausée, avec beaucoup de douleurs au niveau du ventre. J'aimais pas du tout ça. Puis quand mes seins ont commencé à pousser, ça aussi, ça a été un gros non. J'avais tendance à vouloir beaucoup me cacher parce que je me faisais énormément intimider, j'avais pas d'amis. Donc vraiment, là, je voulais passer inaperçue. La seule amie que j'avais, en fait, était ma copine de l'époque, que j'ai eue à partir de début 14 ans. Puis elle aimait beaucoup plus les hommes que les femmes. Moi, j'ai tombé rapidement dépendante affective de cette personne-là. C'était une relation, je dirais, assez toxique avec violence, abus, ouais, beaucoup de choses. Moi, j'étais un peu prise là-dedans. En même temps, c'était ma seule amie. Donc, je suis vite tombée sous le charme, on va dire ça comme ça. Puis, un jour, elle m'a demandé, et si tu t'habillais en gars pour une journée? C'était un défi. On se donnait des petits défis comme ça, ok, pas game de faire telle chose, pas game d'avaler trois marshmallows en même temps, tu sais, des petits trucs d'ado. Puis je l'ai fait. Puis j'ai vu, tu sais, la personne que j'adorais, que j'aimais, la personne que j'aimais le plus au monde à l'époque, euh, avoir ce sourire-là dans le visage, tu sais, puis me dire tous ces compliments, t'es beau, t'es ci, t'es ça. Donc moi, quand que, par la suite, elle m'a dit, et si tu devenais un homme? Puis là, j'étais comme, un homme? Tu veux dire complètement changer? Puis elle était comme, ben oui, tu pourrais faire les opérations. Je me souviens, je lui ai dit non. Je lui ai dit, ben non, non, moi je suis une femme. Malgré tout mon inconfort, j'avais pas ce désir-là de vouloir changer. Euh, Puis de fil en aiguille, elle m'a mis un peu la pression. J'ai fini par accepter. C'était plus simple ainsi. Donc c'est ça. Je l'ai annoncé à ma mère. Je suis rentrée un soir et puis je lui ai dit, ben maman, je suis un homme. Donc voilà. Puis donc là, ma mère, ça a été le choc. Tout de suite, elle a dû faire un deuil, en fait. Elle a essayé de se renseigner sur les différentes marches à suivre. Elle a été très soutenante. Honnêtement, très soutenante, malgré le deuil qu'elle vivait à l'époque là, de sa petite fille. Euh, Puis de fil en aiguille, on est tombé sur la clinique Meraki. Euh, Puis de ce moment-là, j'ai eu une rencontre. Une rencontre de, je vous dirais, là, 20 à 30 minutes maximum là, de ce que je me rappelle en août 2016. J'avais 15 ans à l'époque. J'avais déjà fait là, dans les mois précédents ma transition sociale, je l'avais annoncé. Euh, J'avais remarqué que l'intimidation elle avait arrêté. Donc ça aussi, ça m'a évidemment encouragée. Donc quand les médecins m'ont demandé chez Meraki comment tu vis depuis que tu as annoncé ça autour de toi, ben, j'ai dit, ben oui, ben, je le vis bien. C'est sûr que je le vivais bien. Je veux dire, tu passes de te faire lancer des insultes sans arrêt dans les couloirs à te faire dire hey, félicitations pour ton courage, nous on te soutient, puis tu te dis ça vient des mêmes personnes. Euh, C'était soulageant de se dire peut-être que j'ai enfin trouvé ma place, puis là ma copine qui m'aimait davantage. Je veux dire, tout ça faisait en sorte que je me disais, ben, c'était peut-être ce qu'il fallait vraiment que je fasse. Donc, j'ai tout dit ça au médecin. Ma mère leur a mentionné également que que ma copine, j'étais dépendante d'elle, puis que c'est elle qui m'avait comme un peu introduit cette idée-là. Euh, Puis je suis sortie de là 20-30 minutes plus tard avec des bloqueurs. Oui, déjà après la première rencontre. Débloqueur de puberté, Exactement. vous êtes ressorti de la première rencontre de 20 minutes Oui. avec une ordonnance pour des bloqueurs de puberté. Mhm, exactement. Et vous étiez en accord avec ça, vous étiez prête à y aller. Ben oui, c'est sûr que à l'époque, je croyais que c'était la bonne chose à faire. Je veux dire, personnellement, ça faisait du bien de plus se faire insulter. Ça faisait du bien de, tu sais, parfois je recevais même des coups sur l'épaule, on me bousculait dans les couloirs. Je veux dire, quand le monde après, ça se tasse pour te laisser le chemin.
puis que ça te dit hey, félicitations, on est avec toi, c'est sûr que ça te donne envie de continuer. J'avais pas envie de revenir en arrière puis d'être cette petite fille-là que le monde trouve un peu étrange et tout. Euh, mais tu sais, il y avait une raison à cette étrangeté-là, c'est que j'avais été diagnostiquée TSA. Ah, Oui. c'est-à-dire? Autisme. En fait, je suis Asperger, qui est une branche de l'autisme, mais ça, je suis pas sûre que c'est encore, si c'est une branche où ça a tout été mis ensemble à l'heure actuelle, là, dans tous les diagnostics. Mais c'est ça, moi j'ai été diagnostiquée pour ça. Puis ça a été dit d'ailleurs hein, au médecin de Meraki que, que j'étais TSA. Euh, Ils en ont pas tenu compte. Ils l'ont inscrit au dossier, mais ils ont pas fait de remarques, ils n'ont pas pensé que ça pouvait peut-être influencer mon mal-être, comment, le fait avec mes seins, c'était pas confortable, que, tout ça, là. Donc là, bref, 3 mois plus tard, 3-4 mois plus tard, en décembre 2016, j'ai eu une deuxième rencontre chez Meraki. Suite à quoi, ils m'ont demandé comment tu vas depuis la dernière rencontre, est-ce que ça va toujours bien sur les bloqueurs et tout ça. Moi, ben oui, l'intimidation avait arrêté, c'est sûr que j'étais bien. Euh, Puis là, je suis sortie de cette deuxième rencontre, pas bien plus longue que la première, avec de la testostérone. Puis 2 jours après, il me semble, ou le lendemain, eux ont écrit une lettre au centre de chirurgie, qui était le JRS, pour que je puisse me faire retirer les seins. Ah. Oui, Le lendemain de la deuxième rencontre, exact. déjà une lettre pour préparer la mastectomie. Oui. Ça a été signé par 3 médecins. Le médecin qui m'a vu les 2 rencontres en question. Une médecin qui était là, qui regardait en fait en fond à la première rencontre. Puis la troisième signature vient d'une dame que je n'ai jamais vue, dont je n'ai jamais entendu parler. Cette dame-là ne sait rien de moi, j'imagine, autre que ce que le médecin a bien voulu lui dire, ce qui figurait à mon dossier. Puis elle a signé une lettre. Une des 3 lettres a été signée par une personne que vous n'avez jamais rencontrée. En fait, les 3 signatures étaient apposées sur la première lettre là, pour la mastectomie. C'est 3 signatures. Et une des signatures, une des personnes, Mhm. vous ne l'avez jamais rencontrée. Non. Et dans la lettre, elle approuve en fait l'opération à venir, Oui. disant que vous êtes apte à subir la mastectomie. Oui. Puis dans la lettre, ils ont également écrit qu'après de nombreuses discussions approfondies avec Gabi, qui était mon nom à l'époque, euh, qui ont favorisé, en fait, qui est en faveur de me donner les hormones et tout. Mais j'ai eu 2 rencontres de même pas 1 heure. Je veux dire, c'est pas ce que j'appelle de nombreuses discussions approfondies. D'autant plus que l'aspect dont ma mère avait fait part, ma dépendance envers cette petite fille-là, est pas au dossier alors qu'on en a parlé, tu sais. Puis je trouve que c'est important parce que faire ça pour quelqu'un, c'est le premier signe, il me semble, de quelqu'un qui le fait pas pour soi d'abord et avant tout. Puis je crois que d'aller dans ce genre de processus-là, ça devrait être ça d'abord, le faire pour nous. On Et, s'entend? et non pas sous l'influence de Non. quelqu'un d'autre. Exact. Tout ça a été abordé dans les premières rencontres Mhm. avec la clinique Meraki, mais il n'y a pas de trace de ça dans votre dossier. Exactement. Puis dans la lettre, il y avait aussi inscrit comme quoi qu'ils m'ont fait un suivi émotionnel, social, puis pour attester dans le fond que j'avais bien progressé dans mon identité de genre. C'est les 2 rencontres que j'ai eues, donc je vois mal il est où le suivi émotionnel de ça, outre qu'on m'aille demandé, mais comment tu vis depuis que tu as annoncé ça à 14 ans, tu sais, que toi, t'étais ill. C'est tout. Ben oui, Il n'y a c'est pas eu tout. d'exploration, il n'y a pas eu de thérapie Non, exploratoire. On n'a pas voulu savoir
ou connaître les racines de votre malaise ou de votre ressenti. Non. On a accepté vos paroles comme étant la vérité. Oui. Je me sens homme, je me sens trans, Mhm. je ne me sens plus femme, j'aimerais maintenant transitionner du côté garçon. C'était ça Exactement. votre discours à l'époque. Oui. Et considérant que ça allait assez vite de la première rencontre à la deuxième, étiez-vous satisfaite du rythme à ce moment-là? Étiez-vous à l'aise avec le fait que ça allait vite? Ben, comme je recevais beaucoup de pression de la part de ma copine de l'époque, c'est sûr que oui, à ce moment-là, je croyais que c'était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, je regrette beaucoup, par contre. Et qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Euh, Ma voix. Euh, Tu sais, on s'entend que ma voix est pas tant féminine. Elle est pas du tout féminine. C'est pas une voix qui est normale, je trouve. Mes seins, j'ai plus de seins. Ce que je porte en ce moment, c'est une brassière post-mastectomie qu'on appelle pour les femmes, en fait, qui a été faite à la base pour les femmes qui ont le cancer du sein puis qui ont l'ablation des seins. Donc, c'est aussitôt que je vais aller me baigner, j'ai pas rien dans mon maillot, là. Je veux dire, c'est dur, mes épaules qui sont carrées. Moi, quand je me regarde dans le miroir, les épaules carrées, deux grandes cicatrices de chaque côté de mon torse. C'est dur. Là, j'ai envie de la dysphorie. Je vais vous avouer, là, à l'époque, ils m'ont dit que je vivais de la dysphorie. Mais clairement pas, non. Puis ils n'ont pas cherché plus loin. Comment s'est vécu le déclic pour commencer à regretter ou à penser que ce n'était pas le bon choix? Avec la COVID-19. En 2020, j'ai commencé à avoir des doutes. J'avais vraiment beaucoup de temps pour penser, puis là, ça faisait déjà un bon bout de temps, là, quelques années, là, plusieurs années que j'étais plus avec la copine que j'étais à l'époque. Euh, Puis tu sais, comment... Faut comprendre que cet aspect-là a duré dans le temps. Le fait d'être constamment complimenté, tout le monde me disait t'es beau, t'es fier, ça aide ça pour le moral. Donc, du moment que la COVID-19 est arrivée, je me suis ramassée toute seule, j'en recevais plus de compliments qui m'influençaient, qui me disaient constamment que j'avais fait le bon choix. Puis là, j'ai eu des doutes. Euh, mais sur le coup, j'ai attendu très longtemps avant d'assumer que je voulais détransitionner. Euh, j'ai menti aux gens que j'aimais, que je respectais, en leur disant que j'étais gender fluid. C'est-à-dire à la fois homme et femme, selon les jours, selon quelque chose qui varie dans le genre. Parce qu'au moins, comme ça, j'aurais pas eu complètement tort. Comme ça, au moins, j'aurais pas fait des choix que je regrette amèrement aujourd'hui. C'est dans le regard des autres que vous étiez inquiète en quelque sorte? Oui. Comment votre sentiment de doute allait être perçu? Vous aviez peur d'être rejeté avec ce sentiment de doute qui vous habitait? Oui. Il y a des gens qui m'ont dit quand j'ai fait ma première transition que j'allais le regretter. J'ai j'ai vraiment eu peur d'entendre ces gens-là me dire et je te l'avais dit. Puis ça, c'est dur. Puis là, la COVID est passée. Puis là, finalement, j'ai recommencé à sortir. J'ai commencé à recevoir d'autres compliments. Hey, t'es beau, t'es ci. Fait que c'est vite devenu, ah, ben oui, c'est ça, moi, ben oui, je suis gender fluide, je suis à la fois homme et femme comme ça. Parfois, je pouvais me permettre de porter une perruque, de porter ci, de racheter des vêtements féminins parce que j'étais elle. Mais en même temps, quand j'avais besoin de cette bulle-là de sécurité, de réconfort, qu'on me dise que je suis donc fort, je suis donc beau, ben je l'avais aussi. Et de vous étiqueter gender fluide, ça vous aidait à reprendre le côté féminin. Ben oui, c'est sûr, ça apporte une certaine liberté de dire, écoute, aujourd'hui je suis femme, donc quand vraiment ça me pesait lourd sur moi-même, là je pouvais la mettre ma brassière, des vêtements plus féminins,
Mais c'était pas moi, comme je le suis, comme je m'assume aujourd'hui. On s'entend? C'était... Vous aviez besoin d'un passage entre les deux pour désamorcer votre transition face aux autres, toujours. Oui, Parce oui, que vous aviez encore besoin d'être valorisé en tant que garçon, mais en même temps, il y avait une porte ouverte en disant ah, je me sens fille. Ça vous aidait à prendre de l'air. oui, oui, c'est sûr. Euh, mais je savais. Depuis 2020, depuis que j'avais commencé à avoir des doutes, je savais que j'avais pas pris la bonne décision. Quel a été le déclic pour vous pour ressentir que la décision avait été mauvaise? Est-ce qu'il y a eu un moment, un événement, une rencontre, une lecture? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, il y ait un basculement? Euh, vous voulez dire... Pour revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose, vous parliez du COVID évidemment, mais au-delà de la période COVID, est-ce il y a eu quelque chose, une conversation, une lecture ou une impression forte qui vous a fait réaliser que là, il fallait revenir en arrière? Oui. Plus ça allait, plus que j'essayais de dire que j'étais gender fluide, plus que je réalisais que non. Puis à un moment donné, la petite pression que j'avais au creux de moi, ben c'est devenu trop lourd. C'est vraiment devenu trop lourd. Ça fait 1 an et quelques mois que depuis 2025 en fait que je m'affirme de nouveau femme. Oui. Donc c'est très récent. J'ai été 5 ans à me mentir à moi-même, à mentir à tous ceux que j'aime. Euh, Puis là, j'ai longtemps pensé que c'était de ma faute. T'sais, dans ma tête à moi, c'était mes choix. J'avais décidé de dire oui au traitement. J'avais décidé d'avoir la mastectomie. Puis, quand je fais le recul, c'est difficile parce que ça peut pas être que de ma faute. On m'a promis un suivi psychologique que j'ai jamais eu. Puis, ils ont écrit dans mes lettres que je devais le faire. Donc, je me dis peut-être que si j'avais eu accès à cette thérapie-là, j'aurais peut-être un autre sort aujourd'hui. Puis, en réalisant tout ça, j'ai rencontré d'autres gens comme moi. Puis c'est là que j'ai fait, ben là, je peux le dire que je détransitionne, que je suis une femme à part entière. Parce que je suis plus toute seule, là, je réalise que je suis pas la seule à m'être embarquée là-dedans. Alors que je crois que j'aurais pas dû être considérée comme quelqu'un qui pouvait s'embarquer là-dedans. Puis là, je tiens à le dire, je crois fortement qu'il y en a à qui ça va marcher. Là. J'en connais moi-même des gens trans qui ont jamais regretté. Mais je pense qu'on devrait peut-être mieux encadrer les choses. Qu'on devrait prendre le temps avec les jeunes d'au moins s'assurer qu'il y ait une thérapie valable, de pas... Je comprends pas qu'on peut s'écrire dans une lettre qu'on a suivi un enfant qu'on n'a pas réellement suivi. Je comprends pas ça. Comment s'est passé le moment où vous avez dit là, je redeviens femme? De garçon à gender fluide à femme, comment s'est passé ce pivot? Ben la première étape s'est fait quand même assez aisément. J'avoue, quand j'ai dit que j'étais gender fluide, tout le monde l'a bien pris. Euh, Quand j'ai dit que j'étais femme, les gens l'ont bien pris, mais ça a été plus difficile pour moi, je pense, de, de m'assumer dans ma décision. On s'entend que j'avais été beaucoup appuyée à devenir un garçon. Euh, Puis là, comment dire? C'est dur d'avoir eu... J'ai été 9 ans un garçon. C'est dur de dire... Ah ben maintenant, je suis redevenue une femme alors que mes problèmes d'intimidation se sont réglés en disant que j'étais un homme. Tu
tu sais, qu'est-ce qui arrive si je dis que je suis une femme? Est-ce que je vais recommencer à me faire juger? Est-ce que, tu sais, on dit que les femmes ont moins de droits que les hommes, que les femmes doivent être plus, tu sais, on a plus on a, De contraintes? oui, exact. Tu sais, les femmes sont beaucoup, doivent être tout le temps super belles. Tu sais, on en entend plus de ces gens-là. Puis d'avoir vécu 9 ans dans la liberté d'être un garçon, d'être traité comme tel, c'est dur de dire, ah ben oui, je suis une femme, parce que c'est, est-ce que je veux revenir dans ce monde-là où ce que les femmes doivent constamment faire attention, où les femmes doivent être tout le temps belles, où ce que il y a tellement d'images de la femme parfaite que c'est dur de dire, ben oui, moi mes épaules sont carrées, ben oui, moi j'en ai plus des seins, des vrais seins, j'ai plus ci, j'ai plus ça. C'est dur. Ça a été très dur pour moi. Euh, donc c'est ça. Aviez-vous peur du rejet Oui. en annonçant, en annonçant le retour du côté femme? Vous aviez peur d'être rejeté? Oui, peur d'être rejetée, mais surtout d'être jugée. Comme j'ai dit, qu'on me dise, comme je te l'avais dit, que tu allais regretter. Ça, j'ai eu très peur. Heureusement, c'est pas arrivé. Les gens, je pense, ont été très soulagés que je redevienne moi-même. Euh, à ma grande surprise. Par contre, c'était surtout ça, je pense. La grosse peur que j'avais depuis 2020, c'était surtout ça, d'être jugée. Qu'on me dise, ben non, là, t'as fait un choix, assume-le. Alors que ai-je vraiment fait ce choix de façon délibérée? Le retour du côté féminin s'est passé un peu mieux que prévu. Oui, oui, oui. C'est une Ça, chance pour vous, en quelque sorte. oui, 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 je suis contente de ça. Puis aujourd'hui, Gabrielle, vous prenez la parole publiquement, vous avez décidé de jouer un rôle public. Qu'est-ce qui vous a encouragé à le faire? Le fait que j'ai réalisé que j'étais pas toute seule là-dedans. Depuis que j'ai rencontré d'autres personnes comme moi, il n'y a pas un jour, depuis maintenant près d'un mois, que j'entends pas des nouvelles histoires, que j'entends pas un nouveau nom d'une personne comme moi, que j'entends pas, je veux dire, en quelque part, il y a quelque chose qu'il faut dénoncer, il y a quelque chose, il faut agir. Je veux dire, c'est pas normal qu'il y ait autant de monde qui regrette. Je veux dire, j'aurais demandé à 16 ans de me faire enlever un bras, là. Jamais on m'aurait dit oui. Je, 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 je peux même pas me faire tatouer avant l'âge de 18 ans. Comment est-ce possible que j'aie eu le droit de me faire retirer une partie de moi-même comme ça, sous le prétexte que j'étais quelqu'un d'autre, alors que je l'avais dit? En fait, que ma mère l'avait dit, que je le faisais sous l'influence d'une autre personne. Je comprends pas la logique, c'est ça que je veux dénoncer. C'est pour ça que je veux parler, parce que je veux protéger les gens qui ne le savent pas encore, tu sais, qui se font rentrer dans cette clinique-là, qui se font dire, oui, tu vas voir en Deuve d'entrance, nous, on va te prescrire des hormones, on va t'aider, puis tu vas aller mieux. Alors qu'en fait, non, j'ai jamais vraiment été mieux. Psychologiquement parlant, oui, socialement, de plus être intimidée, ça a été un soulagement. Mais à l'intérieur de moi-même, j'étais pas bien quand même. J'étais pas bien, puis je leur ai dit ça. C'est noté dans mon dossier au fil des rencontres. Ne se sent pas en paix, a des épisodes anxieux. Puis il y a personne qui a jamais fait le lien. Malgré le fait qu'on ait noté vos difficultés psychiques, vous avez reçu le feu vert pour les étapes de hormones et chirurgie. Exactement. Même malgré que j'avais dit, même qu'au fil des rencontres de suivi avec la clinique Miraki, on a noté à mon dossier que j'étais anxieux, que je me sentais pas en paix. Ils ont quand même appuyé d'autres lettres mentionnant que je pouvais faire les autres chirurgies. Donc, à 20 ans, j'ai eu l'hystérectomie. Euh, Puis, ils m'ont émis également une lettre pour la phalloplastie en novembre 2019, en disant dans la lettre que
que j'avais jamais mis de soulèvement, j'avais jamais soulevé en fait de problème ou de contraintes par rapport à la testostérone. Sauf que quand on regarde mon dossier, quelques mois avant, pardon, en mai 2019, je leur avais demandé une rencontre qui n'était pas planifiée dans le suivi parce que selon eux, je trouvais que je prenais trop de testostérone. J'aimais pas certains effets. Vous avez révélé que vous étiez mal à l'aise ou vous étiez affecté négativement par la Mhm. testostérone. Ils ont pris ça en considération? Ben, visiblement non. Si on émis une lettre quelques mois plus tard disant que j'étais très satisfaite de mes changements et tout, j'imagine que non. Aujourd'hui, vous n'avez plus de sein, vous n'avez plus d'utérus. Non, exactement. J'ai heureusement jamais fait la phalloplastie. Par contre, ce que j'ai, c'est un vagin vide. Donc, j'ai plus rien, j'ai plus d'ovaires, j'ai plus d'ovules, j'ai plus d'utérus, il n'y a plus rien, là. C'est vide, vide, vide à l'intérieur. Je vais devoir prendre des hormones d'estrogène à vie. À vie. Ça, c'est des petites pilules là, que je prends. Puis je prends ça tous les jours. C'est des pilules à prendre chaque soir avant d'aller me coucher. Puis ça va être comme ça toute ma vie parce que moi, je pourrais plus jamais faire des hormones par moi-même. Puis là, je m'excuse de revenir en arrière. Par contre, euh, quand j'ai... En fait, ça fait 3 ans, j'ai recommencé à prendre l'estrogène 2 ans avant de m'affirmer femme. Justement, tellement que j'aimais plus la testostérone. Puis quand je l'ai arrêté, en fait, je m'excuse, c'est un peu mélangé, là, mais quand j'ai commencé à prendre la testostérone, quelques mois après, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu inconnues. Les médecins ont fait plein de tests, des douleurs dans le bas du dos, en arrière, au niveau du côlon. Ils ont longtemps pensé que j'avais le côlon irritable, que j'étais peut-être intolérante à plein de trucs de tous les jours. Puis ils n'ont jamais trouvé la cause, ils n'ont jamais, en fait, réussi à trouver de traitement non plus pour me soulager, autre que me donner des pilules quotidiennement pour la douleur. Il y a des jours, c'était tellement insupportable que je pouvais plus marcher. Je m'attachais une ceinture autour de la taille puis je la serrais le plus que je pouvais pour avoir en continu une pression en arrière de mon dos, tellement que j'avais mal. Le premier mois après avoir repris l'estrogène, la douleur s'est estompée. Le deuxième mois, j'ai plus jamais eu mal depuis ce jour. J'ai plus jamais eu mal. Donc je me dis, j'étais peut-être intolérante en fait à mes hormones, mais ça, jamais personne m'en a parlé. Jamais on m'a dit que c'était dans les effets secondaires que je pouvais avoir des douleurs atroces comme ça au dos, là. Ça a été très handicapant pour moi. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas franchi l'étape de la phalloplastie? Vous auriez pu, vous avez- qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour ne pas passer à cette étape? Euh, J'avoue avoir pris la décision en 2021 après avoir reçu l'hystérectomie. Ça a été dur, l'opération, sur moi, sur mon corps. M'en remettre a été quand même pas mal plus difficile que la première. Euh, je voulais pas me rembarquer là-dedans. La phalloplastie, c'est 3 opérations qui sont très dures pour le corps. Ça laisse des marques sur le bras. Ça donne un creux dans la peau sur le bras. Esthétiquement, c'est pas la meilleure des solutions. Puis à ce moment-là, comme j'avais déjà des doutes sur mon identité, comme je le savais déjà intérieurement que j'étais pas un petit garçon, euh, j'avais pris la décision de pas le, de simplement pas la faire. J'avais dit à ma famille en guise de réponse que quand j'allais à l'aquapark, eh bien, personne ne savait ce que j'avais dans mon maillot de bain. Tandis que si je me promenais à l'aquapark en torse nu avec un bras creusé dans la peau, le monde pouvait peut-être plus savoir ce qui se tramait, là. Quel est le lien entre l'avant-bras creusé et la construction d'un faux pénis? Ben, en fait, attends, vous voulez dire au niveau de l'opération? Ouais, c'est ça, parce que là, vous faites un lien entre l'avant-bras et la phalloplastie, mais qu'est-ce que c'est au juste? Ah, ben en fait, c'est qu'ils vont prendre la peau du bras, donc ici, à peu près.
ils vont creuser dans la peau du bras, donc ça fait un gros creux, puis ça sert à faire la peau qui est autour. C'est le prépuce, en fait. Ça devient la peau autour de la prothèse qui est utilisée pour faire le pénis. On prend une portion de la peau de l'avant-bras pour créer l'enveloppe de ce faux pénis. Exactement. Oui. Et vous avez dit non à ça. Non. J'ai dit non. Pourquoi? Mais justement parce que je voulais pas être marquée à vie de cette façon-là. Déjà, j'ai 2 grandes cicatrices sur le torse. C'était assez pour vous, là. Ben oui. Oui, puis vu la difficulté que j'ai eue à me remettre, la douleur que j'ai eue après mon hystérectomie, je voulais pas. J'ai eu vraiment peur de ça. Je voulais pas me réembarquer dans une opération comme ça, dans le bas de mon corps. C'était un non absolu. Surtout que je le savais que c'était pas moi. Mais on vous l'a offert. On vous l'a Oui, proposé. oui, oui. Selon la clinique Meraki, vous étiez prête à ça. Oui, ben ils me l'ont demandé à la première rencontre. Est-ce que plus tard tu prévois vouloir faire des opérations? Puis là, j'avais demandé quelle opération. Puis là, il m'avait dit la mastectomie, l'hystérectomie, la phalloplastie. Donc oui, à ce moment-là, j'ai dit oui. C'est c'est sûr. Je veux dire, j'étais encore dans ma première rencontre. Moi, je voulais juste faire avancer le processus pour plaire à ma copine de l'époque, là. Donc, Première rencontre, on parlait déjà de phalloplastie, donc de la création d'un pénis féminin, si on prend les termes oui. de ce monde. Déjà, on abordait ça. Ben oui. Mhm. Ça va Oui. vite. Oui. Oui, en effet. C'est une belle constatation. Par contre, maintenant que je voudrais avoir des seins, on me dit que c'est esthétique. C'est-à-dire, On me répond que ça peut pas être remboursé par la RAMQ parce qu'évidemment, les opérations, mon hystérectomie puis ma mastectomie ont été payées par la RAMQ. Au nom du fait qu'il fallait pas que je me suicide, au nom du fait que les personnes trans ont donc un niveau de suicide élevé par rapport aux jeunes normales. Pas normal, pardon. Non, je veux pas dire ça. Euh, Par rapport aux jeunes, en général. oui, c'est genre. Euh, alors que je comprends pas il était où le stress dans tout ça, parce qu'à la première rencontre, c'est écrit dans mon dossier que j'avais pas d'idée suicidaire. Ah, Oui, vous en aviez parlé de ça avec oui, les médecins. exactement. Mais maintenant que j'en ai, maintenant que je le dis à mon médecin, j'aimerais peut-être ça recevoir l'aide médicale à mourir tellement je suis mal dans ma peau, ça se peut-tu? Ça, on peut-tu, y a-tu des demandes qui se font? Maintenant, on me répond, ben c'est esthétique. Faut que tu payes. C'est cher? La reconstruction mammaire serait à vos frais, Oui. parce que c'est vu comme un élément esthétique. Mhm, exactement. On ne fait pas de lien entre votre détransition et la reconstruction. On ne veut pas reconnaître que vous avez un malaise maintenant en tant que détransitionneuse. Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas considéré. Non, pas du tout. Puis j'ai beau leur dire que je suis pas bien dans ma peau comme ça. Puis ils en ont. Personne peut m'aider, personne ne sait quoi faire. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Faut que je débourse à mes frais. Je suis jeune encore, là. J'ai pas des parents millionnaires. Je peux pas. Tu sais, c'est sûr que quand je regarde ça comme ça, si je devais débourser 20 000 $ pour faire une opération, je me demanderais plutôt, mais est-ce que cet argent pourrait pas mieux me servir à partir de chez mes parents? Mhm. Fait que c'est choisir entre moi ou la vie que je veux mener qu'on me demande parce qu'au final, c'est esthétique. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aide médicale à mourir. Pourquoi? Parce que je suis pas bien. Je suis pas bien depuis que je suis petite. Je veux dire, ma mère m'a tout donné. J'ai la meilleure famille que je pourrais pas avoir. En ce moment, j'ai une vie que je considère vraiment choyée, là. Tu sais, je suis chanceuse, j'ai un bon emploi, j'ai plein de choses, mais j'arrive pas à être heureuse. J'y arrive pas.
je suis pas bien, puis ça m'aide vraiment pas en ce moment d'avoir le corps que j'ai, puis de me sentir donc à part des autres femmes. Il y a des fois que je vais dans des lieux publics, puis j'ose même pas parler. Je fais semblant que je suis muette, parce que je me dis physiquement, OK, je peux passer sa limite d'être une femme, mais du moment que je rouvre la bouche, tout le monde le sait. Fait que là, je parle pas. Là, je deviens muette. Fait que c'est dur, là. Puis ça aide vraiment pas. Puis j'en suis rendue là où ce que je me dis, mais si je mettais fin à toute cette souffrance-là, j'ai fait tout ça parce qu'on m'a dit, oui, tu vas voir, ça va t'aider pour faire plaisir à des gens que je voulais garder dans ma vie. Puis finalement, plus tard, je réalise, j'ai fait des mauvais choix, que j'ai été influencée là-dedans et tout. Mais au final, il arrive quoi? Au final, maintenant, j'ai ce corps-là que je déteste. Je le déteste. Bon, j'ai des belles cuisses, là. C'est déjà ça, hein? Faut me donner ça, mais à part avoir des belles jambes, mais je déteste tout, là. Et vous avez concrètement pensé à en finir avec l'aide médicale à mourir. Donc vous avez envisagé ça sérieusement. Oui, mais on m'a répondu que non, en fait, parce que c'est pas encore légalisé pour les personnes qui ont des problèmes seulement psychologiques. Il faut avoir des problèmes physiques, puis être en fin de vie déjà, je crois. Donc, je suis pas apte à ça, mais Mais vous portez ce désir en vous d'en finir. Là. Il y a quelque chose de oui, puissant. oui, mais je passerai pas à l'acte, je tiens à le dire, parce que à un moment donné, j'ai eu cette discussion avec ma mère, puis j'ai promis de pas partir avant elle. Donc, j'en suis rendue là. Ma mère est absolument tout pour moi. Puis, je peux pas. Je peux juste pas lui infliger ça, mais je pense qu'au-delà de ça, je me pose des fois la question, et si j'avais le corps que je voulais, et si, tu sais, ce que je veux, je pense, c'est juste arrêter de souffrir. C'est juste ça que je veux. Mais il n'y a jamais personne qui peut m'aider. Donc là, oui, là, maintenant, j'ai une thérapeute qui me suit au privé. Euh, J'espère juste que ça va aboutir quelque part. Mais c'est sûr que je ne ferai pas d'autres opérations avant d'être certaine que ça soit la bonne chose pour moi. Parce que il y a il peut y avoir des rejets là, du corps, des infections. Il y a des risques à une reconstruction. Chaque opération a ses risques, puis il y en a beaucoup. C'est pas encore tellement étudié, je vous avouerai, là, les reconstructions de ma mère. Est-ce que je veux m'embarquer là-dedans? Est-ce que je regrette tellement la première opération? Est-ce que je veux en regretter une deuxième? C'est tout ça que je me pose. Mais je me dis, si je souffre comme ça aujourd'hui, ils l'auraient vu quand ils ont... Tu sais, s'ils avaient fait ce fameux suivi émotionnel-là qui disent que j'ai reçu, ils l'auraient vu tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils l'auraient vu tout de suite que je suis pas bien pour tellement de raisons que c'est pas parce que je deviens un garçon que je vais être mieux. Fait ils n'ont pas cherché loin, là, parce que Ils n'ont pas cherché à comprendre que vous étiez sous influence. non. Puis on leur a dit. Ils n'ont pas cherché du côté que peut-être que mon TSA qui ont mis dans le dossier, qui était au courant que j'avais, avait peut-être un lien avec mon inconfort. Euh, Mon pédopsychiatre qui avait diagnostiqué mon TSA n'a jamais été contacté non plus. Et le fait que vous avez avoué dans la première rencontre que vous étiez en quelque sorte homosexuel, vous Oui, étiez en relation avec une femme, oui. avez-vous abordé cet aspect? On a-tu abordé ça? Non, je penserais pas, parce que non, Vous aimiez une femme, une jeune femme. oui, oui, en effet. C'était un choix, vous n'étiez pas sous pression pour l'aimer, vous étiez... Non, ben, c'est sûr que j'étais dans une relation qui était très, très toxique, là, comme j'ai dit, avec des abus, de la violence et tout. Euh, Mais vous étiez attiré par la femme, vous étiez attiré sexuellement par la femme. non, j'étais trop jeune. Non, c'était pas de un lesbianisme comme on pourrait penser, c'était Non, non, je plutôt... suis 100% hétéro. En fait, c'est justement des abus sexuels de sa part à elle que j'ai eu. Euh,
il y avait beaucoup de violence psychologique, puis elle faisait comme pression. J'ai pas tant envie, j'avoue, d'aller là, là. Bref, il y Mhm. a eu des abus sexuels, de la violence psychologique, il y a eu beaucoup de choses, là. C'est dur, j'ai pas tellement envie de développer en détail. Mais en gros, non. Ce qui s'est passé, je crois, c'est que je suis juste tombée sous son influence parce que c'était la seule personne qui daignait m'adresser la parole dans une école où ce que je me faisais constamment bardasser partout, bousculer, dire des... Tu sais, on me traitait de conne, on m'a mis sur Snapchat, on m'a filmé, mis sur Snapchat en disant maudite laide. Il y a eu plein d'affaires. J'ai Vous étiez rejeté pour votre physique? J'imagine que c'était mon physique. Comme je tentais de me cacher beaucoup, je portais des vêtements beaucoup plus grands. J'étais pas très féminine à l'époque. Euh, Vous cachez vos seins. oui, C'est surtout ça que vous cachiez, vos formes féminines. oui. Et vous étiez harcelé pour ça. Euh, d'une part, je crois, mais surtout parce que j'étais juste étrange. Euh, tu sais, on s'entend, vu que je suis TSA, quand j'étais plus jeune, ça paraissait beaucoup plus. Là, maintenant, j'ai appris de beaucoup de mon comportement d'avant. Euh, mais c'est sûr que début adolescence, j'avais tendance, tu sais, à dire des choses hors contexte. J'avais des comportements. J'étais juste bizarre, je crois. J'ai toujours été à part, mais quand on connaît ce qu'on sait aujourd'hui, tu sais, il y a une explication derrière ça, derrière ces petits comportements-là, tu sais, que j'avais. Mais j'étais différente. Donc, les gens différents, malheureusement, c'est partout, là. Tout le monde qui est différent, ça fait un peu beaucoup. Il y avait vos formes féminines, il y avait aussi votre personnalité originale ou un peu renfermée sur Ouais, elle-même. Vous étiez plutôt seul dans votre bulle. ouais, Et ça, c'était un déclencheur pour le harcèlement et l'intimidation. ouais. Et cette jeune fille qui vous aimait, en fait, qui vous désirait, vous a accueilli. C'est elle qui vous a prise sous son aile. Ouais. Donc moi, pour une fois que quelqu'un me parlait, je veux dire, j'avais eu des amis, tu sais, j'ai déjà eu des amis avant elle, mais tu sais, c'est la première personne qui, quand je me faisais bousculer, allait devant ces gens-là puis disait, c'est quoi ton problème? Tu sais, pour une fois, j'avais quelqu'un dans ma vie qui me défendait envers et contre tous. Donc, oui, c'est ça. Et tout ça a été abordé à la clinique Meraki à la première rencontre. Oui, Il n'y a pas de traces dans le dossier. non, Votre condition de personne intimidée ou rejetée n'a pas été prise en considération. non, Pourtant, ça a été le déclencheur de votre malaise. oui, en effet. On vous a proposé la voie de la transition, tout de suite. Oui, Puis aujourd'hui, au-delà de ce désir de probablement recevoir une reconstruction mammaire, quels sont vos autres souhaits? Est-ce que vous avez des idées d'action publique que vous aimeriez mener? Comment vous vous sentez aujourd'hui avec ça? j'aimerais juste qu'on prenne plus notre temps. Je dis pas que ça. Tu sais, j'en connais des gens trans, j'en connais des gens qui ont jamais regretté, puis c'est parfait, là. Tu sais, je suis pas contre ça, je suis pas transphobe, je suis pas rien de ça. Je dis juste que on peut-tu prendre un petit peu plus le temps? Le système est déjà tellement peu encadré. Puis là, quand je réalise que le peu d'encadrement auquel j'aurais eu droit, dont la thérapie, je l'ai même pas eu, on peut-tu d'abord et avant tout faire appliquer les lois qui sont censées être appliquées, la méthode de faire, puis encadrer peut-être un petit peu plus, attendre, tu sais, Attendre? oui, attendre Attendre quoi? la majorité. La majorité? Oui, ben je pense que ce serait déjà un bon départ. Je dis pas de pas prendre aucune hormone, aucun bloqueur. Tu sais, c'est sûr que pendant la puberté,
Je pense que pour les personnes, admettons, qui sont vraiment trans, euh, c'est sûr que prendre des bloqueurs, ça peut aider, mais il y a quand même des risques. On peut-tu, je sais pas, faire des thérapies à ces gens-là, s'assurer que ce soit vraiment le cas, que ces gens-là, par la transition, vont vraiment être aidés, qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui se cachent en arrière de ça, parce que quand c'est le cas, ben après, ça fait des gens comme moi. Je suis pas mieux aujourd'hui, là, parce que on m'a dit, on m'a encouragé aussi en quelque part là-dedans, tu sais. Moi, oui, je le faisais pour quelqu'un, mais après ça, j'avais les médecins qui me disaient, oui, mais tu vas être mieux. Après, j'avais les gens qui me disaient, hey, félicitations, t'es courageux. Tu sais, l'intimidation a arrêté, tout était magique, là. Tout, c'est sûr, j'y ai cru. Ou du moins, j'ai voulu y croire, c'est sûr. Qui voudrait pas y croire quand que, tu sais, déjà, je passais de la moi qui va pas bien en dedans, puis qui va pas bien en dehors à cause de l'intimidation et tout, à une moi qui va juste pas bien en dedans. Ça enlève une portion sur deux. Qui dirait non à ça? Vous considérez que c'est trop tôt? Vous avez été embarqué dans la transition trop jeune? Ben, trop jeune. Je pense, je sais pas, je suis pas professionnelle, là, j'avoue que je pourrais pas te dire quel âge serait la bonne âge, l'âge idéal pour commencer une transition. Ce que je pense, c'est que oui, c'est trop jeune pour quelqu'un qui a peu eu de thérapie à ce sujet-là. Je pense que peu importe l'âge, ce serait trop jeune si tu n'as pas suivi une thérapie. Je pense que ça prend une thérapie. C'est demander au Québec d'avoir une thérapie pour avoir accès aux opérations. Ce que je dénonce, c'est que j'ai pas eu cette thérapie-là. Puis j'étais, selon moi, trop jeune. Il y a eu beaucoup de facteurs qui m'ont influencé là-dedans. Donc moi, c'est sûr que j'ai suivi, mais tu sais, je me demande sincèrement ce qui serait arrivé si j'avais eu cette thérapie-là. J'imagine la thérapeute ou la sexologue ou la psychologue, je sais pas, le professionnel qui m'aurait évalué, je pense pas qu'il m'aurait regardé et aurait dit oui, toi c'est ce qui va t'aider. Sincèrement. Parce que la question qu'on pourrait poser, y avait-il des racines de ce malaise identitaire ou sexuel dans la petite enfance? Ou bien ça a émergé à l'adolescence? Ben, ça a commencé à 12 ans. À 12 ans, je me souviens, au camp de jour, il y a eu une fois où ce que j'ai dit je m'étais coupé les cheveux très très courts. Euh, Puis je disais que j'étais un garçon, que j'ai même confié là, à un petit garçon que j'aimerais être un petit garçon. Parce que justement, c'est là que mes formes ont commencé à se développer un peu à 12 ans, puis j'étais pas bien avec ça. Donc ça a été le début du mal-être que j'avais plus amplement à 14-15 ans. Là. Vous étiez mûr pour être influencé vers 14 ans quand votre copine de l'époque vous a dit tu serais bien en garçon. Mhm. Il y avait déjà un élan, il y avait déjà quelque chose là. Ben oui, surtout que j'aimais pas mes formes, j'aimais pas ci, j'aimais pas ça. Donc, tu sais, physiquement, je m'aimais pas. Donc, c'est sûr que ça l'a influencé. Puis, tu sais, j'ai jamais été une petite fille très féminine. Tu sais, quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais beaucoup les petites autos. J'ai autant joué aux petites autos, Bakugan, les toupies et tout, qu'aux Pet Shop et aux Barbie puis aux poupées. Tu sais, j'ai fait de tout, là, j'avoue. Quand j'étais plus jeune, ma mère me disait souvent que non, Maude, t'en as pas des couilles parce que quand je me bagarrais avec mon frère puis que là, on se frappait et tout, puis là, lui, je l'entendais tomber, puis il fait ah, mes couilles, ben moi, tu sais. J'avais pas d'amis filles, j'étais tout seul, je me faisais intimider par tout le monde, fait que c'était le seul modèle que j'avais, mon petit frère, fait que c'est sûr que moi aussi, ah, mes couilles, puis là, ma mère, Maud, t'as pas de couilles. Ça, puis là, elle me nommait tous les organes génitaux de la femme, des beaux petits cours de sciences. Mais donc, tu sais, j'ai jamais été, tu sais, j'ai toujours refusé de porter des robes. Là, maintenant, j'en porte plus, là. Mais, tu
Tu sais, j'ai jamais été très féminine. Fait que oui, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi, tu sais, de voir toutes les adolescentes à l'école, tu sais, toutes avec leurs petits ongles, leur maquillage. Moi, j'en mettais pas de maquillage. Tu sais, j'aimais pas ça, là, j'en mets aujourd'hui. Faut bien paraître, là. Mais habituellement, j'en mets pas, j'avoue, parce que c'est dans ma face, tu sais, c'est ça. Je le sens dans mon visage. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mais habituellement, non. Donc c'est sûr que en plus de tout ça, tu sais, je pouvais être cette personne-là, tu sais, qui aimait se bagarrer, qui aimait grimper, qui aimait se salir, tu sais, qui aimait avoir les cheveux courts et tout. Puis qu'on me disait, t'es beau, enfin, tu sais, t'es ci, t'es ça. On me complimentait. Ah, tu deviens un grand jeune homme, super beau. Tu sais, c'était tout le temps, c'était celui-là, c'était le commentaire que j'ai le plus retenu, t'es beau. Parce que je le recevais pas autre que de ma mère ou de mon père quand j'étais petite. Tu sais, eux me le disaient, là. Mais là, Disait t'es belle. oui, mais là, tout le monde me le disait. T'es beau. Oui, Le monde autour disait t'es oui, beau. Votre famille disait t'es belle. oui. Ben ma mère puis mon père, quand j'étais plus jeune, me disaient t'es belle. Mais là, tout le monde, soudainement, te dit t'es beau. Puis là, enfin, tu sais, je pouvais être plus, tu sais, massée, plus, comme, tu sais, plus écrasée, si on veut, là. Plus garçon. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est fou les libertés que tu prends quand t'es un garçon. Il y a tellement de choses. Le regard des autres est pas pareil sur les garçons. Il y a tellement moins d'exigences. C'est sûr que j'ai continué là-dedans en pensant que j'allais aller mieux un jour ou l'autre. Mais je me retrouve aujourd'hui avec les mêmes problèmes psychologiques que j'avais dans le temps, que personne n'a cherché plus loin à investiguer. Sauf que là, en plus de ça, maintenant j'ai un corps qui n'est plus le mien. Vous avez un corps mutilé maintenant. Oui, oui, Et vous voulez quand même redevenir femme, c'est-à-dire que vous avez ce souhait de reprendre votre état féminin. oui. C'est un combat intérieur sûrement très fort parce qu'il vous manque des parties importantes. Ben oui. Mais malgré ça, vous avez envie de retourner du côté féminin. Oui, puis ce qui est très dur, c'est d'accepter d'être non seulement une femme, mais d'être moi. Cette femme qui est un peu bagarreuse, qui aime grimper, qui aime se salir, qui est pas... Là, maintenant, je pourrais pas avoir les cheveux courts, là. Je veux les cheveux longs, ça, j'y tiens à tout prix. Je vais les allonger aussi longtemps que je vais les allonger, qu'il va être nécessaire de faire. J'ai hâte, là, qu'il m'arrive quand même pas mal plus long. Mais tu sais, du maquillage, j'en mets pas, puis c'est ça qui est difficile, c'est toutes les images qu'on me renvoie, les femmes qu'on voit dans les films avec cette taille parfaite, tu sais, toutes les idées qu'on donne aux femmes, qu'il faut... Toutes mes amies, là, toute ma famille se maquille, tout le monde autour de moi, puis pas moi. Fait que c'est ça que je trouve dur, puis que je crois qui a influencé le fait que ça a été aussi long de m'accepter en tant que femme. Euh, tu sais, d'arrêter, en fait, de dire que j'étais gender fluid, c'est le fait d'accepter que c'est pas parce que je suis une femme, selon le stéréotype, tu sais, c'est pas parce que je suis pas le stéréotype que je suis pas une femme. Puis ça, c'est encore un combat que je mène intérieurement aujourd'hui. Ah ah, ah ah. Vous Oui, voulez aussi vous défaire des stéréotypes qui peuvent écraser. Vous voulez oui, devenir la femme que vous êtes avec le côté masculin, le côté oui, féminin, le côté spontané. oui. Vous voulez tout intégrer ensemble et puis c'est dur ça même de trouver un sens à ça. Ben oui, parce que je veux redevenir moi, mais parce que j'ai les épaules plus carrées, parce que j'ai plus de seins, j'ai comme cette pression-là de devoir m'habiller absolument avec des vêtements plus serrés, des vêtements... Oui, des vêtements qui sont moi, mais tu sais, on dirait que j'essaie trop souvent de faire ressortir ma féminité, alors que c'est pas nécessairement moi, tu sais, la fille en jolie robe, toute jolie, avec des beaux ongles, tout fait, c'est pas moi, ça a jamais été moi. Mais même quand j'étais petite fille, c'était pas moi, puis ça faisait pas de moi une petite fille, là. Ça faisait pas de moi un petit garçon. Mais Ex- aujourd'hui, j'ai cette pression-là parce que j'ai donné cette image-là aux gens que j'étais un garçon, de maintenant prouver sans doute
que je suis une femme. Fait que c'est de faire la part des choses, mais ça, c'est un combat qui va me prendre, j'imagine, un bon bout de temps encore. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter aujourd'hui? Je cherche les bons mots. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour retrouver une forme d'équilibre, de satisfaction, de bonheur? J'avoue pas avoir de bonne réponse à cette question-là parce que j'ai pas tant envie qu'on me souhaite des choses. Je veux parler parce que je veux qu'on entende mon témoignage. Je veux faire partie des témoignages des gens qui vont faire changer les choses parce que c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens comme moi, dans la même situation que moi. C'est comment ça, on a mutilé autant de femmes qui aujourd'hui le regrettent. Y a-t-il moyen qu'on règle ça? Je veux pas que les gens me souhaitent quelque chose à moi. Moi, avec moi-même, je vais y arriver un jour à faire la part des choses. J'ai confiance en moi là-dessus. Ce que je veux que le monde, c'est que si le monde, au lieu de me souhaiter des choses, je voudrais que le monde se questionne sur la manière de faire actuelle. Prenez du temps pour ça. Tu sais, peut-être un petit peu plus, là. Pour mieux encadrer les Oui, jeunes, les adolescents, oui, adolescentes qui se sentent pressés de transitionner, oui, assurer un suivi adéquat pour donner du temps au temps et oui, permettre un choix éclairé le plus tard possible, on pourrait dire. Parce que oui. il y a une question de maturité aussi. À 14 ans, on n'a pas la maturité de quelqu'un de 18 ou de 20. Ben, comme je vous dis, tu sais, je connais aussi des gens qui ont fait des transitions à 18 ans et plus, puis qui l'ont également regretté. Fait que je pense pas que, oui, l'âge est un problème. Plus on est jeune, plus c'est, tu sais, on est influençable, je crois. Moins on se connaît, surtout dans la puberté où ce qu'on suit pas mal, tu sais, tout le monde, tu sais, tous nos amis, tout se fait en gang. Euh, Par contre, ce que je dénonce d'abord et avant tout, c'est la thérapie. Il faut que les gens aient accès à la thérapie. C'est ça qui est pas normal, je trouve. C'est le fait qu'on ait dit dans des lettres pour que j'aille des opérations. Oui, oui, on l'a suivi, on y a fait la thérapie, alors que non, en fait, j'ai jamais eu cette thérapie-là. Puis je vois pas que ça, c'est pas normal. C'est pas normal de dire que tu as rendu un service à quelqu'un, un service médical, que t'as pas donné. Ou un service psychologique, là, appelez ça comme vous voulez, mais reste que c'est ça qui est pas normal. C'est ça que je dénonce. L'âge, je suis pas spécialiste, je pourrais pas dire l'âge idéal pour transitionner. Mais vous dénoncez les mensonges qu'il y a dans votre Oui, dossier. oui, oui, On dit qu'il y a eu suivi dans la durée, alors que c'est faux. exact. Et vous voulez vous assurer que les prochains jeunes qui traverseront cette étape seront bien suivis. Oui, C'est votre souhait. oui, exactement. Gabriel, merci pour ce témoignage très éloquent, très organisé. Vous avez une prise de parole articulée et Merci. c'est important. Vous le faites très bien. Vous avez une bonne présence et je vous souhaite le meilleur et surtout de garder confiance et de garder la lumière qu'on voit dans vos yeux. Mais merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.